Bonsoir et merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. Voici les titres de ce mercredi 12 avril. Simulation de vol en hélicoptère, éteindre un feu sur un engin et observer le travail des chiens. Le premier régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg a accueilli des lycéens pour évoquer les différents métiers. De son côté, l'Eurométropole de Metz a investi 138 000 € pour l'aménagement d'un nouveau local de tri, rue Haute-Seille. Plus de détails sur l'équipement dans quelques minutes. Et à Forbach, le célèbre photoreporter et militant écologiste Yann Arthus-Bertrand a lancé sa nouvelle exposition Obsession, images et réactions dans un instant. Le ciel de jeudi sera partagé entre nuages et éclaircies avec même quelques averses prévues l'après-midi. Le thermomètre affichera 4 degrés au réveil et jusqu'à 12 degrés au maximum. Une levée de fonds de 20 millions d'euros pour une start-up messine. C'est ce qu'a pu débloquer 45 Énergie, société qui s'intéresse à l'exploration et à la production d'hélium et d'hydrogène. Nicolas Pellissier, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes le cofondateur et dirigeant. On va revenir bien sûr dans cette édition sur les missions de la start-up et sur les investissements possibles avec ces 20 millions d'euros, notamment la création d'une unité de production d'hélium français. Vous nous donnerez les détails dans un instant, le temps de développer l'actualité. Beaucoup d'encre a coulé depuis l'annulation de son concert qui devait se dérouler mercredi dernier. Le chanteur Bilal Hassani devait se produire le 5 avril à Saint-Pierre-aux-Nonains, à Metz, une église désacralisée depuis plusieurs siècles et qui a pour habitude d'accueillir du spectacle vivant. Pour autant, Bilal Hassani a dû supprimer cette date pour des raisons de sécurité après de nombreuses menaces et pressions issues apparemment de groupes d'extrême droite ou encore de mouvances catholiques. Hier soir, dans le quotidien, Bilal Hassani a annoncé qu'il avait porté plainte pour incitation à la haine, à la violence et pour discrimination contre Aurora, Civitas ou encore Discussion Nation-Metz, des groupuscules jugés d'extrême droite. Jeudi 6 avril, le parquet de Metz a de son côté annoncé avoir ouvert une enquête confiée à la sûreté départementale. Et puis ce jeudi 13 avril marquera une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, juste avant que les sages du Conseil constitutionnel se prononcent ce 14 avril en faveur ou non de la nouvelle loi après le recours du 49.3. Pour marquer le coup, un rassemblement est prévu à Metz jeudi matin à partir de 10h avec le départ du cortège. Une demi-heure plus tard, donc à 10h30, en démarrant depuis la gare Messine. Le parcours passera par l'hypercentre avant de s'arrêter place de la Comédie, comme d'habitude. Direction Phalsbourg maintenant. Des élèves, des lycéens ont pu visiter la base du premier régiment d'hélicoptères de combat. Les lycéens ont découvert plusieurs facettes du régiment à travers des corps de métier de l'aviation légère de l'armée de terre. C'est un reportage de Lucie Philippot. Devant cet immense écran, des boutons partout. Nous sommes dans une salle de simulation de vol. Morgane et Andrea sont aux commandes d'un hélicoptère. Actuellement, je suis en poste de commandant de bord et ça consiste à voir si on est dans le bon chemin. C'est plutôt facile pour l'instant. Ces lycéens sont en classe défense. Ils profitent de cette matinée au régiment pour être dans la peau d'un vrai pilote. Un moyen pour ces militaires de garder le lien armée-nation. On s'aperçoit que ce lien existe et qu'il est recherché même par les jeunes et qui sont toujours ravis de venir voir ce que leur propose leur armée. Le premier régiment d'hélicoptères de combat de Phalsbourg appartient à l'aviation légère de l'armée de terre. Pour assurer la sécurité des hélicoptères, une section de pompiers est spécifiquement dédiée à intervenir sur les appareils volants. Comme sur un départ de feu par exemple, simulé ici devant les élèves. Le fait de parler, d'expliquer tout ça, ça montre pas les choses. Donc là on a montré en manœuvre à quoi correspond une intervention aéronautique, tout en sachant qu'on n'en fait pas tous les jours. Des crashs, il n'y en a pas tous les jours et heureusement pour les pilotes. Donc il faut qu'on s'entraîne en permanence. Les équipes se tiennent prêtes à intervenir à tout moment et répètent ce genre d'exercice quotidiennement. Le régiment est doté d'une brigade cynophile. Ici, Pamas, un chien champion de France du chien militaire. Il dévoile ses talents sous les yeux des lycéens. C'était très impressionnant et
et c'était super. Surtout le mur là-bas, comment il a grimpé dessus. Très intéressant de voir le chien en action, le voir travailler, c'était très intéressant et très impressionnant. Ce type de visite permet de renforcer le lien armée-nation et qui sait, peut-être susciter quelques vocations. Éducation maintenant. Depuis le début de l'année, les enseignants de l'école Erckmann-Chatrian à Argancy craignent des fermetures de classes à la rentrée, faute d'effectifs avec 75 enfants pour 4 classes. Une centaine de parents d'élèves s'est mobilisée depuis quelques mois. Contactée par nos soins, l'inspection académique en Moselle nous a annoncé qu'il n'y avait aucune fermeture de prévue sur cet établissement. De son côté, la maire d'Argancy, Jocelyne Emmendorfer, indique que le sujet n'est plus d'actualité. Vous le savez, le mercredi, on met en lumière une initiative écologique locale, l'environnement ou encore la nature qui nous entoure. Aujourd'hui, focus sur un nouveau local de tri à Metz. C'est le premier de ce genre à Metz. L'Eurométropole a inauguré aujourd'hui un nouveau local à déchets rue Haute-Seille, un équipement accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et doté d'un accès sécurisé et de caméras de surveillance pour veiller au respect des consignes. Les détails avec Jérémy Faurobert. L'objectif est clair, lutter contre les dépôts sauvages et l'amoncellement d'ordures. C'est pourquoi un local réaménagé dans l'hypercentre a été inauguré. Pour l'Eurométropole, cet espace semble être une meilleure alternative au point de collecte enterré. D'abord parce qu'on manquait d'espace sur la voie publique, mais aussi parce que, en raison des conduites, des câbles, des vestiges, c'était extrêmement difficile de creuser. Donc la meilleure solution, c'est les points d'import volontaires, non pas enterrés, mais derrière les murs. Faciliter la vie des habitants et rendre le tri plus instinctif, des priorités pour l'Eurométropole. Ici, pas d'horaire pour poser ses poubelles, contrairement à la méthode classique, mais parfois un peu de marche pour y accéder selon votre lieu d'habitation. Et quand on dit qu'il faut marcher un peu, on sort de chez soi pour aller travailler ou pour aller faire des courses. Donc on peut prendre son sac poubelle en même temps et donc pas sortir spécifiquement pour aller mettre son sac poubelle. Donc c'est finalement beaucoup plus pratique et beaucoup moins contraignant. Les habitants n'ont qu'une seule crainte, le non-respect des consignes, ce qui dégraderait la propreté des lieux. Tous les locaux seront fermés. C'est dédié à un certain nombre de personnes, à un secteur donné, de façon à ce qu'il n'y ait pas tout le monde qui puisse rentrer comme il veut et faire ce qu'ils veulent dedans. Ces locaux seront nettoyés tous les soirs et une fois à fond en fin de semaine. Donc on veut que ça soit un lieu propre et qu'il reste propre. Ce nouvel équipement, qui a coûté 138 000 €, sera complété par un service de ramassage des cartons dès le mois de juin. Je vous propose maintenant de partir à Forbach où le reporter et réalisateur Yann Arthus Bertrand était présent hier soir pour le lancement de son exposition Obsession. Ce célèbre militant écologiste a choisi le lac Magadi au Kenya comme obsession justement, véritable symbole de beauté graphique, de couleurs vives et de microcosme en son sein. Retour en images avec Émeric Guillaume. Voici le lac Magadi au Kenya. C'est là-bas que Yann Arthus Bertrand a décidé de capturer ces 12 clichés aériens, permettant à l'exposition Obsession de se tenir à la Sina, inaugurée comme lieu des cultures du monde à Forbach. Si l'interaction avec l'environnement est d'actualité, la fragilité de la nature, mais surtout sa beauté, ont été à l'origine de cette immortalisation. Tu sais, d'être photographe, c'est de chercher des beaux endroits dans le monde et ça, c'est un endroit assez exceptionnel qui change tout le temps et c'est pour ça que je l'ai appelé Obsession, que j'ai volé 4 ou 5 fois ici et ça m'épate vachement. C'est drôle parce que là, c'est une exposition, il n'y a pas de message écolo et tout le monde en cherche un. Non, c'est vraiment un message sur la beauté du monde. De son côté, la municipalité s'est montrée réceptive à cet engagement et voulait mettre en avant cette notion de culture dans un lieu qui la représente parfaitement. Lorsque Yann Arthus Bertrand m'a contacté pour me proposer de venir à Forbach, et bien tout naturellement, je lui ai proposé de venir à la Sina. C'est un lieu qui s'y prête vraiment de manière parfaite. Et puis en même temps, c'est vrai que faire la promotion d'un lac au Kenya s'inscrit totalement dans cette programmation culturelle que nous avons décidé de déployer. Invités pour ce vernissage, certains n'ont pas hésité à profiter de la venue de l'artiste, que ce soit pour échanger avec lui, mais également pour admirer son travail. Oui, non, effectivement, nous sommes émerveillés parce que les photos ressemblent à de vrais tableaux. Moi qui aime la peinture, ça ressemble vraiment à des tableaux et on a du mal à choisir l'œuvre qu'on préfère.
Ce regard sur l'évolution de la nature s'arrêtera le 25 avril prochain. Mais les travaux de Yann Arthus Bertrand à Forbach ne s'arrêteront pas ici. Évidemment, appareil photo à la main, un peu comme si tout cela était une obsession. Et vous l'avez entendu, c'est une exposition que vous pouvez découvrir à la SINA de Forbach jusqu'au 25 avril. Culture toujours avec cette semaine dans la boîte à malice, une belle rencontre avec l'artiste de cabaret Clara Morgan qui se produira au Nec de Marly le 28 avril prochain. Entretien également avec l'écrivaine Sophie Loubière pour présenter son dernier polar. Et puis un focus sur le premier festival de musique sacrée à Gorze organisé par le Centre Béthanie. D'ailleurs, quelle est la genèse de ce festival ? Ce festival de musique sacrée, il est né notamment du constat qu'on chante tout le temps dans cette chapelle. Il y a une acoustique magnifique, on prend un véritable plaisir à chanter dedans. Et on avait envie de pousser l'expérience et de permettre à tous ceux qui fréquentent en fait Béthanie et le lieu de pouvoir profiter de cette acoustique. De pouvoir découvrir des artistes et de pouvoir se rencontrer en fait dans ce lieu qui est fréquenté principalement par la paroisse et par les gens qui viennent au Centre Béthanie pour les stages et les rencontres et les retraites. Là, on avait envie de faire quelque chose où tout le monde se rencontre autour d'un événement un peu plus festif et un peu plus amical simplement. Pour tout connaître de la programmation à Gorze, ouvrez donc la boîte à malice dès 19h. En sport, vous avez pu le suivre hier soir. Sarrebourg-Moselle-Sud Handball a concédé un match nul 26 partout au goût amer face à Bordeaux-Bruges-Lormont Handball. Les Yellow Fox ont très mal négocié une triple supériorité numérique en fin de match et ont concédé l'égalisation au buzzer. Le capitaine Dylan Grandjean a pourtant pris ses responsabilités dans le Money Time avec 5 réalisations au total, alors que le gardien Mario Zvitkovic est accrédité de 11 arrêts. La déception était évidente pour l'ailier Samy Douché et Arnaud Calbry au micro d'Arnaud Demerlet. Il nous manque d'être des tueurs. Par exemple sur l'action qu'on vient d'évoquer, là, voilà, on peut plier le match, on peut passer à +3 à quoi, je crois que c'est 2 minutes de la fin. On ne le fait pas. Derrière, on leur laisse l'occasion de revenir et puis ils le font parce que c'est une équipe expérimentée. Voilà. Un peu comme les histoires qui se répètent, c'est-à-dire que tu as une situation pour finir et tu as +3, 1 minute 30 de la fin et tu le fais pas. Moi, c'est ça surtout qui est le plus agaçant et le plus rageant. C'est que dans la tempête, on a été capable de verrouiller, on a été en difficulté, on a montré encore beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, un grand esprit collectif. On revient, on passe devant, il se retrouve à 4, on a une situation de +3 et c'est là où on n'est pas capable de finir. Après, ouais, voilà, je pense qu'il y a 3-4 ballons, dans le deuxième ballon qu'on ramasse pas. Mais après, ça se joue sur des détails. Mais j'ai envie de retenir le positif de ce match-là parce que j'ai aimé le comportement des garçons, j'ai aimé ce qu'on a été capable de donner. Je me souviens, je connaissais plus de chemins menant en enfer que de rues menant chez moi. Cette phrase est issue du livre Danser dans la mosquée d'Omera Quaderi. Omera Quaderi est une Afghane qui se bat pour l'amélioration des conditions de vie et de droits des femmes en Afghanistan. Pour cela, elle fait le tour des écoles pour raconter son histoire et éveiller les consciences. Jeudi dernier, elle a rencontré les élèves du lycée Henri Nominé de Sarreguemines. C'est un reportage de nos confrères de Mosaïque Cristal. Voici l'écrivaine afghane Omera Quaderi. Autrefois professeure dans une école pour filles en Afghanistan, elle est aujourd'hui réfugiée aux États-Unis. Jeudi dernier, elle est venue à la rencontre des élèves du lycée Henri Nominé de Sarreguemines pour raconter son histoire. Elle a notamment abordé le contexte politique chaotique de son pays, de la condition des femmes et de leurs droits en Afghanistan. Dans son livre intitulé « Danser dans la mosquée », elle aborde son quotidien et s'adresse avant tout à son fils qu'elle n'avait pas vu pendant presque 4 ans. Je me suis demandé comment je peux parler de ma souffrance et de celle des femmes en Afghanistan dans cette situation. Comment parler de notre souffrance et en même temps de nos difficultés. J'espère qu'avec ce livre, je vais pouvoir expliquer cette situation et peut-être à long terme apporter du changement. Durant près de 2 heures, les 40 élèves présents l'ont écouté attentivement.
C'était très touchant. On a pu apprendre des choses qu'on ne savait pas auparavant et surtout m'intéresser à la vie des étudiants en Afghanistan, la difficulté à surtout aller à l'école, mais aussi des conditions de vie là-bas, sur place à l'école. C'est une ouverture au monde, c'est découvrir une nouvelle culture, la difficulté des autres et de ne pas rester cloîtré dans notre, on va dire, dans notre petite vision européenne du beau monde. La vie va très bien. Non, la vie ne va pas très bien. Il y a des pays où les choses ne vont pas bien et où il faut se bouger et faire des choses. En amont, les lycéens ont travaillé sur la biographie de l'auteur, sur son ouvrage et sur les différents sujets abordés. Un travail important, supervisé par leurs professeurs. Je trouvais que c'était vraiment très intéressant, enrichissant et puis quelque part c'est l'aboutissement d'un travail qui a été fait en amont donc avec les élèves et donc aujourd'hui ça prend tout son sens. Donc en tant qu'enseignante, en tant que femme, j'ai lu le livre en français, j'ai lu le livre en anglais, donc déjà de la voir, de l'écouter et c'était vraiment très intéressant et enrichissant. C'est l'association Diwan en Lorraine qui a organisé cette rencontre exceptionnelle. Créée il y a 17 ans, elle met en avant l'art et la culture musulmane à travers des expositions, des concerts ou encore le salon Livre d'ailleurs. C'est la première fois qu'elle intervient dans l'établissement sarregueminois. Cette rencontre sera sans doute reconduite l'année prochaine. 11 projets de recherche en cours, dont la première unité de production d'hélium français. La start-up Messine 458 Énergie vient de boucler une levée de fonds de 20 millions d'euros. On en parle avec son cofondateur. Nicolas Pellissier, bonsoir. Bonsoir. Donc, je rappelle que vous êtes le cofondateur et le dirigeant de 458 Énergie, start-up Messine qui s'intéresse à l'extraction et à la production de l'hélium et de l'hydrogène, deux gaz naturels que l'on retrouve partout ou pas du tout? Oui, tout à fait. Alors pas partout non plus, mais on en a de plus en plus en France, en Europe, alors que justement sur l'hélium aujourd'hui on importe 100% de nos besoins. Alors on le trouve dans nos sous-sols, c'est ça? Exactement, ça s'accumule dans le sous-sol, comme quand vous êtes un peu à la plage, vous creusez votre sable et vous avez de l'eau qui arrive dedans à travers qui se faufile à travers les grains de sable. Mais là c'est pareil, sauf que vous remplacez l'eau par les gaz. Alors, est-ce que sur notre territoire mosellan, on en trouve? On en a, même si nous on explore pour l'instant pas dans le secteur, mais plutôt dans la Nièvre, dans le Doubs ou dans le sud-ouest de la France. Et ce sont deux gaz naturels qui servent à quoi, finalement, après, quand on veut l'utiliser? Oui, très bonne question. Je pense que si on enlève l'hélium, on enlève la moitié de ce qui se passe autour de nous. On en a besoin dans les nouvelles technologies, l'électronique de pointe, les semi-conducteurs, les écrans plats, la fibre optique, l'aéronautique, aérospatiale, le médical, mais également le recyclage de métaux précieux comme le titane. Donc vraiment partout autour de nous. Sur l'hydrogène, on en parle énormément aujourd'hui, c'est vu comme un vecteur énergétique pour décarboner l'industrie et la mobilité. Alors, en vulgarisant, qu'est-ce que vous faites concrètement au sein de 458 Énergie? Quelles sont vos missions? Alors tout à fait, nous on fait vraiment, l'objectif c'est de détecter des zones d'intérêt où le gaz a pu s'accumuler en profondeur grâce à des technologies propriétaires qu'on a pu développer, notamment à travers les différents projets de recherche et développement qu'on a menés conjointement. Et on isole la zone d'intérêt, là où il a pu s'accumuler, on va vérifier qu'il s'est accumulé, on le produit, on le sépare parce qu'il est rarement seul dans le sous-sol et on le valorise pour des usages finaux. Et pour cela, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Oui. Vous avez bouclé votre dernière levée de fonds à hauteur de 20 millions d'euros avec un seul actionnaire, c'est bien ça? Oui, sur ce tour-là, effectivement, on a un seul actionnaire qui est la famille Bouygues, qui est donc une famille industrielle bien connue française, qui croit en nous depuis maintenant 3 ans et a souhaité nous accompagner à l'étape supplémentaire que représente cette 3e levée de fonds de 20 millions qui nous aide à passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est donc la création d'une unité de production pour l'hélium. Entre autres, tout à fait, la première unité de production en Europe et une première mondiale d'un point de vue technologique qui sera en production dès mai 2024 dans la Nièvre. Et donc voilà, donc c'est un point d'étape très important pour nous. Ça reste une unité pilote, donc avant un passage à l'échelle industrielle, mais une première européenne quand même. Alors concrètement, vous allez être les premiers à porter ce type de projet en France? En France et en Europe, tout à fait. Concernant l'hydrogène naturel, est-ce que vous avez des projets et des investissements autour de ce gaz-là? Oui, bien sûr. On a déposé un premier permis d'exploration au Kosovo. On en a déposé également un en France. Je ne peux pas encore dire où il est exactement, qu'on va explorer avec un grand industriel également. Et l'idée, c'est effectivement d'accéder directement à cette ressource, donc de l'hydrogène fabriqué naturellement par la planète, dans le sous-sol, dans certains contextes géologiques très particuliers. Donc pas besoin d'eau, pas besoin d'énergie, donc extrêmement décarboné et qui va permettre de servir justement les besoins français grandissants
grandissant et les besoins européens également. Alors que répondre à ceux qui pourraient dire, c'est encore une fois puiser dans les ressources naturelles d'une planète déjà en mauvais état? Alors vous savez, c'est une bonne question, hein. Ça reste une énergie fossile mais complètement décarbonée. Et aujourd'hui, par exemple, l'hydrogène est extrêmement volatile. Donc il finit toujours par se frayer un chemin vers la surface. C'est d'ailleurs comme ça qu'on le détecte. Et si on ne le valorise pas, il est perdu. Par ailleurs, la cinétique, la rapidité de formation de l'hydrogène n'a rien à voir avec d'autres énergies fossiles comme le pétrole qui met des millions d'années à se former. L'hydrogène naturel se forme en quelques années seulement. Et donc, si on utilise la ressource à bon escient et de manière raisonnée, on peut produire pendant des dizaines, des centaines d'années certains gisements. Et 20 millions d'euros sont suffisants pour cela? Non, malheureusement, ça reste une étape importante. Il nous faudra malheureusement jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros pour passer à l'échelle industrielle un certain nombre de projets. Mais voilà, étape par étape, c'est notre troisième levée. La première était d'1,3 million, la seconde, 18 mois plus tard, de 4,9 millions, 18 mois après, 20 millions. Donc voilà, on progresse étape par étape. Et alors, est-ce que vous avez d'autres objectifs à part ceux que vous nous avez détaillés à l'instant? Oui, tout à fait. On travaille la ressource de manière la plus éco-responsable possible. On travaille notamment sur son recyclage, notamment l'hélium, où on a développé une unité de recyclage mobile, qui est une première également en Europe, qui va aller chercher l'hélium dégradé après usage, donc par un industriel, qui va permettre de le récupérer, de le recycler et de le remettre sur le marché, là où avant l'industriel faisait un usage unique et le mettait aux petits oiseaux après usage. Donc je le rappelle, vous êtes basé à Metz. Merci beaucoup d'avoir participé à cette édition et pour vos explications. À bientôt. À bientôt. Et notre dernière image nous amène au lycée Robert Schuman avec plusieurs invités d'honneur issus du monde du football comme Hubert Fournier, le directeur technique national de la Fédération française de football. Un chèque de 10 000 € a été offert au PEFA du lycée, le pôle d'excellence du football amateur, pour son développement. Un temps d'échange et d'inauguration a également été proposé en présence des élus, des équipes pédagogiques et de jeunes joueurs et joueuses habillés du maillot grenat pour l'occasion. Merci beaucoup de nous avoir suivis et de nous être fidèles. Direction nos réseaux sociaux et notre application mobile pour découvrir l'actualité en Moselle. Ce soir, découvrez Édouard Janton, horloger joaillier, qui se dévoilera à travers les questions de Jean Milon pour un nouveau face-à-face. Et puis ouvrez une nouvelle boîte à malice dès 19h avec plein de pépites culturelles. Très belle soirée sur Moselle TV et à demain.